Bonjour tout le monde. Alors, si tout le monde est prêt, nous allons démarrer la séance numéro 2 concernant le cours de génomique ou bioinformatique. Alors, avant de commencer, je vais faire un petit rappel de ce qui a été donné la semaine passée en présentiel. Donc, un petit rappel qui va nous permettre justement d'avancer aujourd'hui. Alors, je rappelle que le cours numéro 1 porte sur l'apport de la spectrométrie de masse de type électrospray pour pouvoir analyser la structure à partir d'une structure d'une protéine, aller vers sa fonction ou ses fonctions. Et bien sûr, quand je parle de la protéine, je parle de la protéine dans le cas où quand elle est purifiée. Et dans ce cas-là, si elle est purifiée, il s'agit d'une caractérisation d'une protéine purifiée par spectrométrie de masse de type électrospray. Alors, l'électrospray est le seul spectromètre de masse qui permet de déterminer avec exactitude la masse moléculaire d'une protéine. Et bien sûr, dans le cas où la protéine est mélangée ou bien est contaminée ou dans un mélange ou dans une mixture de protéines, cet appareil appelé électrospray ne permet pas son analyse, mais par contre, il faut aller à un spectromètre de masse plus performant appelé justement MALDI. Alors, le MALDI va concerner le cours numéro 2, donc à partir de la semaine prochaine, mais aujourd'hui, nous allons rester sur l'électrospray qui va justement permettre de caractériser seulement les protéines quand elles sont purifiées. Alors, j'avais dit que le plus important dans un spectromètre de masse, c'est la source. Bien sûr que lui est composé de 3 compartiments, la source, l'analyseur et le détecteur. Mais ce qui nous intéresse en tant que biologiste, c'est la source. Pourquoi? Parce que c'est là où notre échantillon protéine purifiée va être traité. Alors, ce traitement est une ionisation de la protéine. J'avais dit la semaine passée que l'ionisation est de type protonation, donc chargée positivement à la protéine, en la mettant dans un milieu acide qu'on a appelé matrice, parce que non seulement elle va conférer la charge positive à la protéine, mais aussi elle va la protéger. Le fait qu'il y ait une protection, je parlerai d'une matrice. Autrement dit, la protéine est réticulée et piégée dans une solution appelée matrice, qui a double rôle, je répète encore une fois, c'est une protonation, c'est une charge positive donnée à la protéine. Pardon. Est-ce que vous avez le partage? Vous me le confirmez, s'il vous plaît? Oui? Oui, monsieur. Très bien. Oui, monsieur. Merci, super. Et bien sûr, le deuxième rôle, la deuxième caractéristique de ce milieu, de cette matrice, est justement une protection de la protéine contre toute dénaturation. Vous avez ici les photos des deux messieurs qui ont mis en évidence cette source d'ionisation douce. Et puis, puisqu'elle est douce, donc elle est non dénaturante, non cassante, non défragmente, et c'est ce qui est demandé. Il faut toujours que la protéine, une fois séparée, une fois protégée, une fois dégradée, une fois fragmentée, il faut que tous les fragments peptidiques à la fin soient récupérés, et dans ce cas-là, je parlerai d'une fragmentation réversible. Ça veut dire que je peux récupérer tous les fragments peptidiques. Et bien sûr, pourquoi je dois faire une fragmentation et une séparation de la protéine? Parce que l'analyse ici, il ne peut pas analyser une longue chaîne polypeptidique. On est obligé de fragmenter cette chaîne polypeptidique en petits morceaux qui vont passer à travers leur masse moléculaire spécifique. Bien sûr, puisque la fragmentation est aléatoire, il va y avoir différentes masses moléculaires et cette variété de masses moléculaires permet justement à l'analyseur de trier ces masses moléculaires selon un ordre bien précis, les plus petits, et puis les moyens, et puis les grands. Et il analyse partie par partie, et après, il fait passer ce qu'il a analysé comme fragment peptidique au détecteur qui, lui, il va donner justement le spectre ainsi. On avait dit que le spectre doit être gaussien, donc en cloche, et cette forme ou cette allure en gauche permet de mentionner, d'indiquer, de rassurer que l'analyse était bonne. Ça veut dire que la protonation est bonne, la protéine est bien purifiée, elle est bien chargée positivement et elle a été dénaturée d'une manière adéquate. Et le plus important, c'est qu'elle a été protégée par la matrice, ça veut dire qu'elle n'a pas été dénaturée. Alors, sur le côté droit, il est porté des numéros décroissants avec chiffres signes positifs qui indiquent que la fragmentation elle est bonne, et il y a beaucoup de fragments peptidiques et qu'ils ont été chargés positivement, et à chaque fois, on doit calculer une masse moléculaire
individuelle de chaque fragment peptidique. Cette masse moléculaire individuelle a été calculée grâce à une suite algorithmique et c'est pour ça que vous voyez un chiffre avec grande masse M, grande masse plus ZH, donc le nombre de protons rajoutés. Et à chaque fois, il faut déduire le proton qui a été rajouté. Et c'est une suite que l'appareil calcule. Bien sûr, il est doté de logiciels pour faire ce calcul. Et aussi, après, il va sommer, il va additionner toutes les masses individuelles des fragments peptidiques pour donner la masse moléculaire totale de notre protéine. Et bien sûr, la masse, elle est très exacte parce que tous les fragments peptidiques ont été pris en compte. Et le côté le côté gauche de votre courbe ou de votre spectre correspond justement à la matrice. Et si c'est une allure gaussienne, ça veut dire que la matrice elle a été utilisée avec la concentration qu'il faut et on a évaporé l'excédent et que tous les fragments peptidiques étaient chargés positivement et la quantité ou la concentration ou le volume du solvant ou de la matrice ou de milieu acide dans lequel a été mise la protéine était un volume adéquat, suffisant et en bon équilibre pour pouvoir charger positivement toutes les protéines sans avoir beaucoup d'excès qui pourrait justement masquer cette protéine de sa dégradation, de sa détection. Voilà en ce qui concerne le petit rappel. Et j'oublie pas aussi que nous avons dit qu'il faut qu'il y ait une courbe gaussienne. Et une fois qu'on a analysé, on prend ce spectre gaussien, qu'on peut le reconstruire, on peut demander une autre représentation de l'appareil. Quand si la protéine est composée d'une seule sous-unité, nous avons un seul pic sur lequel nous avons, son pic sur le sommet, nous avons une masse moléculaire indiquée. Et là, pour cette protéine, par exemple, vous avez une masse moléculaire calculée ou mesurée avec beaucoup de précision. Il s'agit d'une masse de 23 587,75, plus ou moins 1,40 pour dire que l'écart type est très réduit par rapport à cette grande masse et que l'appareil a dû faire plusieurs analyses et il a fait une moyenne et avec l'écart type, plus l'écart type est réduit, plus l'analyse est bonne. Et c'est le cas. Nous avons plusieurs matrices qui sont utilisées et bien sûr, cette catégorisation a été faite une fois les expériences ont été faites et répétées plusieurs fois. Et suite à cela, nous avons pu justement faire ce qu'on appelle une catégorisation des masses à 10 kDa. Il est préconisé d'utiliser l'acide hydroxysynapinique, ça veut dire le CHCH, symbolisé comme ça, conventionnellement et internationalement par le code CHCA ou l'abréviation CHCA. Alors, cet acronyme indique que cette matrice est indiquée et préconisée pour les protéines ou les peptides, donc les petits peptides, les petites molécules ayant une masse moléculaire inférieure à 10 kilodaltons. Si vous avez, par exemple, des protéines dont la masse moléculaire est supérieure ou égale à 10 et ou supérieure à 100 ou inférieure à 150 kilodaltons, dont la masse moléculaire comprise entre 10 et 150 kilodaltons et qu'elles peuvent être glycosylées, donc c'est des glycoprotéines, la matrice qui devrait être utilisée est l'acide synapinique ou l'acide trans 3, 5, diméthoxy 4 hydroxysynaminique. Bien sûr, ce n'est pas des matrices à retenir, mais c'est juste pour vous dire que nous allons pas à chaque fois chercher les causes peut-être de l'anomalie ou de la non-réussite de l'analyse. On ne va pas dire que peut-être la concentration de la masse n'est pas bonne, peut-être la protéine glycosylée qu'il ne fallait pas utiliser celle-ci, peut-être la protéine n'est pas purifiée, peut-être elle est mal chargée. Alors, toutes ces éventualités, si on respecte ce catalogue, et si on respecte ce catalogue, justement, et on aura une réponse négative, ça veut dire une analyse fausse, nous allons écarter toutes ces éventualités. Il faut revenir à autre anomalie que je vais énumérer pendant la deuxième partie de ce cours. Nous avons aussi, dans le cas où on ne connaît aucune information sur les protéines, par exemple peptides, protéines, glycoprotéines ou sucres ou autres, là, il vaut mieux utiliser une matrice généraliste qui pourrait être utilisée pour n'importe quelle protéine dont les informations ne sont pas connues, notamment l'acide gentisique comme matrice, et aussi l'acide benzoïque, DHPA. Pardon, DHB. Maintenant, j'avais dit que la spectrométrie de masse de type électrospray ou la protéomique n'est dédiée qu'aux protéines, mais j'avais dit que l'avancée technologique a permis qu'on peut analyser, hormis les protéines, les oligonucléotides, et si l'on utilise une matrice appelée acide 3-hydroxypicolinique abrégé HPA.
Nous avons différents analyseurs. Voilà l'instrument d'un spectromètre de masse. Et là, c'est la source électrospray. J'ai dit que si l'on dispose d'un spectromètre de masse, on peut juste interchanger la source électrospray par le MALDI. Et selon le cas, si nous avons une protéine purifiée ou elle est dans un mélange. Si, par exemple, je ne dispose pas d'une source d'électrospray et j'ai uniquement la source de MALDI, je peux analyser aussi ma protéine purifiée parce que le MALDI, il permet à la fois d'analyser les protéines pures et les malaises dans un mélange. Alors, on avait aussi dit vers la fin de la séance passée que les protéines ou la spectrométrie de masse de type électrospray permet aussi de déterminer ou de détecter les mutations. Pourquoi? Quand on prend une protéine native, une protéine sauvage, sans aucune modification, aucune mutation, tel que le cas de l'adénylate kinase qui a été isolé à partir d'une entérobactérie appelé Yersinia wild type anglais, donc la souche sauvage, on a obtenu une courbe gaussienne, même si on n'est pas très convaincu, mais si on agrandit un petit peu l'échelle, on tombe sur une courbe état, une courbe gaussienne ou en allure en cloche, mais si on se perd et on est douteux et on n'est pas très sûr, on est incertain, là, il faudra juste voir est-ce que le côté droit de votre spectre contient des chiffres décroissants avec signe plus. Dans ce cas-là, l'analyse est bonne et on ne cherche pas à regarder l'allure. Et là, au-delà de cette information, nous avons même la masse moléculaire qui est indiquée ici. Autrement dit, que l'électrospray a bien marché, a réussi, et que la masse moléculaire pour cette souche ou cette protéine adénylate kinase issue de cette souche sauvage qui n'a subi aucune modification, aucune mutation, la masse moléculaire est de 23 671,94 plus ou moins 0,79. Et vous voyez que le écart-type est très très réduit, très petit, et ceci indique que l'analyse est hautement précise. Si je prends le deuxième spectre ici, celui-là, il correspond. D'abord, il est bon, même si on n'a pas l'impression qu'il est bon par rapport aux informations données la semaine passée, mais le fait qu'il y a des chiffres décroissants avec un signe plus, encore une fois, ça montre que l'analyse est bonne et que l'appareil a accepté d'analyser la protéine et du coup de donner sa masse moléculaire qui est de 23 661,62 plus ou moins 0,77. Cette protéine, si vous voyez, la masse moléculaire a un peu baissé de 10 kilodaltons. Et là, bien sûr, de 10 daltons, pardon, et là, parce que la protéine a subi une modification, une mutation au niveau de la proline en position 87 qui a été substituée par la sérine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on compare entre la première protéine sauvage, wild type, et la protéine mutée en position 87, où la proline a été remplacée par la sérine, on n'a qu'à voir les deux masses moléculaires de la proline et de la sérine. La différence entre les masses moléculaires, elle est justement de 10. Et j'avais énuméré ou projeté un tableau, voilà celui-là, qui contient les acides aminés, les résidus d'acides aminés, leur symbole en lettres, leur formule et leur masse moléculaire. Et si on a comparé entre la sérine et la proline, elle est de 97 kg par mol et la sérine, il faudra la retrouver, elle est de 87. Alors, regardez, la différence, elle est de combien? Elle est de 10. Et cette différence indique bien que la mutation a eu lieu au niveau de la proline qui a été remplacée par la sérine en plus 85, et ceci indique que l'appareil est très sensible et hautement performant, au point il peut même détecter la différence, une petite différence de masse moléculaire entre deux acides aminés au sein d'une chaîne polypéptidique assez longue. Et là, si on parle de 23 000 kilodaltons, c'est énorme. Si je prends le troisième graphe, celui correspond à une autre protéine qui est doublement mutée maintenant. Donc, pardon, c'est la même protéine qui est doublement mutée. On a gardé la mutation initiale, donc c'était la protéine remplacée par la sérine position 87, où on a diminué la masse moléculaire de 10. Et on a rajouté une deuxième mutation ponctuelle, donc en fait, elle n'est pas ponctuelle, c'est double mutation. Et la deuxième, où la sérine en position 29 a été remplacée par la phénylalanine. La masse moléculaire retrouvée, elle est de 23 722. Elle a un peu augmenté par rapport à la masse de la protéine une fois avec une seule mutation, mais elle a très peu
722, et elle a augmenté aussi, pardon, par rapport à la première molécule sauvage, donc 23 671 par rapport à 23 722, et cette différence de, je dirais, 51 kilodaltons correspond justement à la différence de masse moléculaire entre les acides aminés qui sont concernés par cette mutation. En l'occurrence, la sérine qui a remplacé la proline, donc on a diminué de 10 Dalton ou de 10 grammes par mol. Et aussi, je pense que la sérine par rapport à la phénylalanine, et la phénylalanine, il faudra la chercher, elle est là, elle est de 147 et la sérine était 87, et la différence, ça fait à peu près, pas à peu près, ça fait 51 grammes par mol. Et cette masse, cette différence de masse, justement, explique que l'appareil peut détecter aussi les mutations. Si on compare par rapport à ce tableau, les masses moléculaires calculées par rapport à celles mesurées, calculées théoriquement ou calculées avec des calculs mathématiques, la formule, et celles retrouvées par la mesure donnée par le spectromètre de masse, vous voyez que les chiffres sont très superposables, sont très similaires pour dire que le spectromètre de masse est une instrumentation ou un appareil qui justement donne avec exactitude la masse moléculaire. Voilà en ce qui concerne les 20 minutes concernant le rappel de la semaine passée, et de là je peux avancer dans la deuxième partie de cours pour finir le premier cours. Mais avant cela, est-ce que ce rappel est clair pour vous avant d'avancer? Oui, monsieur. Je vous remercie, très bien. Et là, on va commencer pour donner les autres informations. Donc, si on doit conclure par rapport à la première partie, on dit, premièrement, vous pouvez prendre note, hein, premièrement que l'électrospray est un appareil qui permet d'analyser uniquement les protéines purifiées. Deuxième chose, si la protéine est purifiée et composée d'une seule chaîne polypeptidique, on aura un seul pic, et non pas plusieurs, un seul pic sur lequel nous avons, sur son sommet, on a une masse moléculaire précise, plus ou moins l'écart type, donc l'erreur standard, c'est normal. Et troisième point à dire, c'est que si la protéine a subi une mutation, cette mutation est aussi détectée parce que l'électrospray, il peut distinguer entre deux protéines, une protéine normale et une protéine mutée, même si la mutation ne concerne qu'un seul acide aminé. Et cette petite différence en masse moléculaire est aussi détectée, ça veut dire que l'appareil est très sensiblement performant. Et de là, je dirais que l'électrospray, il permet non seulement de mesurer avec exactitude la masse moléculaire, mais il permet aussi de détecter les mutations. Et dans ce cas-là, si on a une pathologie bien définie ou la pathologie est héréditaire et due à une mutation, on n'a qu'à extraire la protéine, voir est-ce qu'elle a subi une modification, une mutation ou non. Ici, c'est le cas. On fait un électrospray, on la soumet à une analyse par électrospray. Ici, cette analyse donne une masse moléculaire différente de celle de la protéine non mutée sauvage, ça veut dire que la maladie justement est due à cette protéine et plus précisément à la mutation qu'a subie cette protéine. Voilà la conclusion 1 par rapport à la première partie. La deuxième partie de ce cours qui va nous prendre 1 heure de temps, donc je vous libère vers 15 heures au maximum, va porter sur, pardon, pas 15 heures, 14h30. J'avais prévu un cours d'1h30. Et là, la caractérisation des protéines, maintenant, nous allons prendre le cas de APA. APA, c'est une protéine qui est symbolisée comme ça. APA, vous allez voir pourquoi. Bon, c'est une protéine qui est isolée à partir de Mycobacterium tuberculosis. À chaque fois, on prend un exemple de protéines, et à travers l'exemple de la protéine, on ressort une information, une conclusion derrière. Ici, nous avons pris l'exemple de l'adenylate kinase et les différentes mutations pour montrer que, effectivement, l'électrospray est très précis par rapport aux techniques précédentes que vous connaissez qui permettent de déterminer la masse moléculaire, en l'occurrence la chromatographie électromoléculaire et le SDS page, qui ne sont pas précises. Par contre, l'électrospray est précis et permet non seulement de détecter avec exactitude la masse moléculaire, mais il donne aussi les mutations. L'exemple était Yersinia persis. Si je prends maintenant un autre exemple, je vais donner une autre information. Alors, APA a été choisie parce qu'il s'agit d'une protéine intéressante. Pourquoi elle est intéressante? Parce qu'elle est isolée à partir de Mycobacterium tuberculosis et que tout le monde sait que Mycobacterium tuberculosis est un germe, est une bactérie qui est responsable de la tuberculose. Alors, si
la tuberculose est justement décelée ou détectée chez une personne, c'est parce que cette bactérie est virulente. Et dans cette bactérie, il y a une protéine qui est virulente. La protéine est APA. Autrement dit, il s'agit d'une protéine d'intérêt médical et d'intérêt biomédical, d'intérêt diagnostique et d'intérêt aussi thérapeutique, parce que si on doit corriger, on va cibler cette protéine, et si on doit faire des vaccins, on va immuniser, vacciner avec cette protéine. Alors, c'est l'équipe de Guy Marchal, en Institut Pasteur de Paris, qui travaille sur cette protéine et qui l'a symbolisée à part parce qu'il s'agit d'une protéine ou d'un antigène rich in proline and alanine. Ça veut dire que c'est un antigène qui est très riche en proline et alanine. Si on voit la séquence en protéines, elle est beaucoup plus riche en proline et alanine. Donc, une protéine exportée qu'on peut isoler à partir de Mycobacterium tuberculosis. Et bien sûr, puisqu'il s'agit de la tuberculose et la virulence et la pathogénicité de cette bactérie est due à la présence de cette protéine, dans ce cas-là, elle va être reconnue par les anticorps produits chez les sujets vaccinés par le BCG. On a tous été vaccinés lors de notre enfance par le BCG, justement, par le vaccin de BCG, pour justement empêcher l'installation ou qu'on chope la tuberculose. Et quand je dis vaccin, ça veut dire que le BCG est formé, est composé, est conceptionné par la présence de cette protéine appelée APA qui est atténuée. Donc, elle n'est plus virulente, mais elle induit une réponse immunitaire chez les personnes vaccinées. Et du coup, si jamais il y a une tuberculose qui pourrait être là, les anticorps vont justement reconnaître la bactérie et ils reconnaissent plus précisément cette protéine appelée APA. Et dans ce cas-là, elle a un intérêt dans la lutte contre la tuberculose. Est-ce que ça va? Donc, nous allons nous intéresser à cette protéine parce qu'il s'agit d'une protéine avec laquelle on fabrique, on fait les vaccins anti-tuberculose. Et du coup, si on doit lutter contre la tuberculose, il faudra détecter la présence de cette protéine par les vaccins. D'accord? Est-ce que ça va? Oui, monsieur. Super. L'exemple, on l'a pris à cet effet. Donc, il s'agit d'une protéine d'intérêt. D'accord? Et si jamais le partage ne marche pas, vous me dites, hein, d'accord? On a analysé cette par spectrométrie de masse de type électrospray, donc ESI. Voilà les résultats qui sont retrouvés. Alors, en haut, nous avons le spectre masse, pourcentage d'intensité ou signal d'intensité en fonction de la masse sur charge, M sur Z. Et en bas, nous avons le graphe reconstruit. Ça veut dire, ce n'est pas les spectres, c'est les pics. D'accord? C'est la masse calculée et non pas masse sur Z. Alors, en haut, on a un peu du mal à imaginer que le spectre est gaussien, mais le fait que c'est comme ça, nous avons demandé à l'appareil de nous donner le pointillé en rouge et il le donne et il admet que le spectre est gaussien en allure en cloche. Et donc, il a accepté. Et s'il a accepté, ça veut dire que la protéine est pure et qu'elle est bien protonée, qu'elle est bien protégée, qu'elle a bien été fragmentée. Je rappelle encore une fois une chose que j'ai oublié de rappeler, c'est que lors de l'analyse par électrospray, la fragmentation est réalisée par un gaz nébulisateur. Et ça, je l'ai dit la semaine passée. C'est par nébulisation. Et nébulisation, ça veut dire que nous allons emporter les gouttelettes, les fragments peptidiques sous forme de gouttelettes spray. Et ces gouttelettes vont justement parcourir l'analyseur selon leur taille spécifique. Et cette taille, justement, indique que nous avons plusieurs gouttelettes, plusieurs sprays de différentes tailles, de tailles variées. Et pourquoi on a nébulisé, justement, pour faire véhiculer, transformer ces protéines sous forme de gouttelettes qui pourraient être analysées par l'analyseur, et là, on parle d'une nébulisation d'un gaz nébulisateur. Contrairement au MALDI, où on a dit qu'il faudra utiliser le laser, donc c'est un moyen physique et non pas chimique, comme l'électrospray. Ça, j'ai oublié de le dire et je le dis maintenant. Une fois la nébulisation est faite, la fragmentation est faite, la protonation est faite, la protection de la protéine est faite au niveau de l'analyseur, de la source, pardon, l'analyse donne un spectre gaussien, et après, quand on a demandé le spectre reconstruit sous forme de graphe avec les masses moléculaires définitives et non pas sous forme de
suspense, il donne l'allure qui est en bas. Alors, si je vous demande de remarquer l'allure qui est en bas, vous allez me dire que monsieur, tout à l'heure, je reviens ici, pour rappel, tout à l'heure, on avait dit quand il s'agit d'une seule protéine, on retrouve un seul pic. Sur son sommet, nous avons la masse moléculaire, comme le cas de cette protéine, qui est à 23 587. Alors, quand je prends 23 087, ça veut dire nous sommes dans cette protéine à peu près, je dirais, adélatinase ou autre, peu importe. L'essentiel, c'est une protéine purifiée. Maintenant, quand on a fait l'analyse électrospray pour APA, pour cet antigène, utilisé contre la tuberculose, on a retrouvé finalement pas un seul pic, mais je dirais deux groupes, deux poules de pics, si vous êtes d'accord avec moi. Donc, le premier pool, il correspond à celui qui est positionné sur la gauche. Et là, nous avons un pic majoritaire avec deux petits pics, je dirais, minoritaires. Par contre, le deuxième pool est composé de plusieurs pics, je dirais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Au moins 12 pics, mais parmi les 12 pics, nous avons des pics majoritaires et quelques pics minoritaires. Oui, je vous entends. Est-ce que vous pouvez utiliser le curseur? J'ai rien voyé. Le curseur, mais je suis en train de l'utiliser, le curseur. Bien sûr que oui. Je reprends. Alors, Merci, monsieur. vous le voyez comme ça? Oui? Non, monsieur. Non, monsieur. Je suis en train d'utiliser, je ne sais pas pourquoi il n'apparaît pas. En tout cas, là, je mets le curseur. Je ne sais pas pourquoi il n'apparaît pas. En tout cas, pour vous dire que nous avons, mais c'est facile en tout cas à regarder. Je suis dans le spectre en bas, le deuxième, pas le haut. Le haut, c'est un spectre qui donne le pourcentage d'intensité en fonction de la masse sur charge. D'accord? Ça, il est gaussien, comme vous voyez les pointillés en rouge. Vous y êtes avec moi? Monsieur, Oui. Oui, monsieur. S'il vous plaît, on Poursuivez. considère le premier graphe comme un graphe gaussien, même s'il n'est pas décroissant. Même s'il n'est pas très décroissant, parce que quand on a demandé la courbe en pointillé rouge, il l'a donné. D'accord? Et si on démarre comme ça fait gaussien. Regardez. Le curseur ne marche pas, mais à chaque fois, quand il donne la courbe en pointillé rouge, ça veut dire qu'il a accepté encore. Même si on n'avait pas demandé ça, et on l'a demandé, il ne l'a pas donné, le fait qu'il donne les graphes en bas avec des masses moléculaires, ça veut dire que l'analyse est bonne. Vous comprenez? Donc, il a poursuivi le travail, il a fini le travail, il a achevé le travail. D'accord? D'accord. Très bien. Super. Maintenant, le graphe, celui qui est en bas, celui-là, il correspond au résultat final que je demande, parce que moi, je cherche une masse moléculaire. Là, si vous avez remarqué, par rapport à si on compare par rapport au graphe de la semaine passée, là, on ne retrouve pas un seul pic avec une seule masse moléculaire, mais nous retrouvons deux poules, deux groupes de pics. Oui ou non? Donc, le premier, vous avez 1, 2, 3 pics avec une masse moléculaire de 27 778. Et l'autre pool, l'autre groupe de pics, il contient au moins 12 pics, dont 3, 4 majoritaires et le reste sont minoritaires. Et sur le sommet, le plus haut, nous avons 29 918. Alors, nous avons dit qu'il faudra avoir une masse moléculaire pour la protéine, c'est ça le but. Et là, on retrouve deux masses moléculaires. D'abord, ce n'est pas un seul pic, c'est plusieurs pics. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi nous avons retrouvé ceci? Monsieur, c'est un complexe de... On a plusieurs chaînes polypeptidiques. Ça veut dire, très bien, mademoiselle Khaddou, ça veut dire que nous avons au moins deux sous-unités. D'accord? Le fait qu'il y a deux sous-unités, il donne deux masses moléculaires. Parce que il n'y a que deux masses moléculaires, que deux chiffres qui ont été donnés. Et le fait qu'il n'y a que deux, donc 27 778 et 29 900, ça veut dire que notre protéine est composée ou serait composée de deux chaînes polypeptidiques. Mais le fait que les masses moléculaires ne sont pas égales, ça veut dire qu'il s'agit d'une protéine, une protéine hétérodimérique. Autrement dit, les deux sous-chaînes polypeptidiques ne sont pas identiques, ne sont pas égales, ne sont pas similaires. D'accord? Et là, on a retrouvé deux masses moléculaires différentes. D'ailleurs, si vous voyez le titre, regardez la masse moléculaire, elle est déjà donnée, elle est entre 45 et 47 kilodaltons. Si vous prenez 27 et 29 000, vous tombez justement sur ce chiffre, entre 45 et 47 kilodaltons. Autrement dit, quand la protéine est composée de deux chaînes polypeptidiques
différentes, l'appareil, il ne donne pas un seul pic, mais il donne deux poules de pics dont, sur les deux pics majoritaires portent la masse moléculaire de chaque sous-unité. Ici, APA est composé de deux chaînes polypeptidiques ayant une masse moléculaire ou deux masses moléculaires différentes. La première, la petite, elle est de 27 778 Dalton, et la plus importante en termes de masse, la plus grosse, elle est de 29 918. Autrement dit, d'abord, il y a deux choses. Première information, que l'électrospray, il permet maintenant de déterminer la présence ou l'absence de sous-unités pour une protéine, si elle est composée d'une seule unité ou de deux chaînes polypeptidiques, de deux sous-unités. Dans le cas où elle est composée de deux, on va retrouver deux poules de pics avec les pics majoritaires qui portent les masses moléculaires de chaque sous-unité. Première information. Deuxième information, si l'on reste sur le premier spectre gaussien, avec des chiffres plus décroissants, ça, il est commun pour toute protéine. On ne peut pas se prononcer quant à la présence ou l'absence de plusieurs sous-unités. D'accord? Et c'est pour ça qu'on va demander à chaque fois la représentation finale qui, elle est indicatrice de cette présence ou absence de la chaîne ou des chaînes polypeptidiques. Ça va? Oui, monsieur. Super. Donc, l'information qu'on va rajouter par rapport à cet exemple, c'est que l'électrospray, non seulement il permet de mesurer la masse moléculaire exacte des protéines, il permet aussi d'analyser la présence ou l'absence de plusieurs sous-unités. On n'a qu'à voir la forme ou le nombre de pics donnés vers la fin, et cette forme et ce nombre indiquent justement la présence ou l'absence de plusieurs ou d'une seule chaîne polypeptidique. Dans le cas de APA, effectivement, notre protéine est composée de sous-unités dont la petite a une masse moléculaire de 27 778 et l'autre, elle est de 29 918 Dalton. Et bien sûr, si vous sommez les deux masses moléculaires, vous tombez sur 45 000, 47 000 kilo Dalton. Alors, je vais vous donner autre chose. Maintenant, entre 27 000 et 29 000, avant d'aller vers la planche suivante, pourquoi pour la petite, ici, pour le premier groupe de pics, on a un pic majoritaire qui ressemble au premier. Hein. Rappelez-vous, l'autre protéine qu'on avait analysée, celle-ci, c'est presque la même chose. Hein. On avait dit qu'il y a toujours un pic majoritaire. Les autres minoritaires, on les prend pas en considération, on les néglige. Ils sont négligés parce qu'ils ont un spectre très, très bas. Et là, le pourcentage d'intensité très bas, il est fait négliger et on en retient uniquement le premier majoritaire qui est à 27 778. Ça, on a retrouvé presque le même résultat comme le premier de la semaine passée. Par contre, quand je prends la deuxième sous-unité, je n'ai pas 29 000 comme chiffre, comme pic majoritaire et le reste minoritaire. Vous voyez qu'il y a d'autres pics, par exemple le troisième, celui-là et celui-là. On a au moins trois qui sont quand même à considérer, à ne pas négliger parce que leur intensité dépasse 50%. Alors, à votre avis, pourquoi on a ça? Pourquoi pour ce pool de pics, les pics ne sont pas tous minoritaires et un seul majoritaire, mais par contre, il y a 4 pics qui sont quand même considérés. À votre avis? Monsieur, c'est par rapport au fragment. Non, les fragments, la fragmentation a eu lieu déjà, c'est bon. Même ici, il y a eu des fragments, mais pas par rapport aux fragments. À votre avis? Regardez, si je vous pose la question suivante. Je vous pose la question suivante pour vous rapprocher à la réponse. D'accord? Pardon. Pardon, je me cours. Ici, quel est pour vous, quand il y a deux sous-unités qui ont une masse moléculaire différente, la différence en termes de masse moléculaire, elle est due à quoi? Dû à la chaîne. Due à quoi? Je ne vous entends pas. La composition de la chaîne peptidique en acides aminés.
Pour vous, il y a une supplémentation en acide aminé. Ça veut dire une chaîne polylipédique plus longue par rapport à l'autre. D'accord, oui. Est-ce qu'on ne peut La pas penser nature et le nombre des acides aminés. la nature et les nombres d'acides aminés? D'accord. Est-ce qu'on ne peut pas penser à autre chose? On pense à une glycosylation. Peut-être à une glycosylation. Ce que vous êtes en train de dire est juste. C'est juste. On peut avoir une chaîne polylipédique plus longue que l'autre, oui. Mais généralement, je vais voir est-ce que ma protéine est glycosylée. Si elle est glycosylée et elle est composée de deux sous-unités, la glycosylation devrait être portée sur l'une des deux chaînes. D'accord? Dans le cas où elle est portée sur les deux chaînes, donc les deux chaînes sont identiques. Ici, le fait que les deux chaînes ne sont pas identiques, il est clair que la plus lourde porterait la glycosylation. Et je sais que le APA est une protéine glycosylée et qu'elle est composée de deux sous-unités et que les deux unités ne sont pas identiques. Dans une, elle est plus grande que l'autre. Celle qui est plus grande, elle porterait la glycosylation. Vous m'avez compris ou pas? Autrement dit, la différence de masse moléculaire est attribuée à la glycosylation portée par la chaîne la plus lourde. Vous m'avez compris? Oui, monsieur. D'accord. Oui. Super. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce que juste après la planche numéro 15, donnerait un. D'ailleurs, elle indique la réponse. Elle donne un tableau de sucre. Donc, désoxypentose, pentose, désoxyhexose, hexamine, hexose, heptose et N-acétylhexosamine. Alors, ce sont les différents sucres qui pourraient être portés par une protéine, d'une glycosylation. Et là, c'est juste pour vous dire que dans le cas où il y a une glycosylation, la représentation, elle est comme ça. Dans le cas où il n'y a pas de glycosylation, elle est comme ça. D'accord? Donc, je ne sais pas si vous, quand je dis comme ça et comme ça, vous ne pouvez pas suivre parce que vous dites que le curseur n'apparaît pas. Je reprends en indiquant avec des mots. Alors, le premier pic, le premier pôle, il est de 27 778. Celui-là, il ressemble à la première protéine que nous avons analysée la semaine passée. D'accord? Quand elle n'est pas glycosylée, c'est un seul pic. Quand la protéine est glycosylée, nous avons la représentation, elle est différente. Donc, il y a plusieurs pics. D'accord? Il y a un seul pic sur lequel sur son sommet, nous avons la masse moléculaire et le reste qui sont aussi importants en termes de taille, en termes de signal, ceci pour justement indiquer que la protéine concernée est justement glycosylée, pour faire la différence entre une protéine non glycosylée et une protéine glycosylée. Par représentation, je peux discriminer ça, je peux discerner entre les deux, et la distinction, justement, elle est d'importance dans le sens où un seul pic correspond à une protéine non glycosylée, plusieurs pics protéines glycosylées. C'est ce qu'il faudra marquer sur vos cahiers pour ne pas oublier. Donc, la présence de plusieurs pics à la fois indique que la protéine est glycosylée. D'accord? La personne qui vient de nous rejoindre, que je viens d'accepter, Biochimie Immuno, j'avais dit la semaine passée, changez votre pseudonyme, mettez votre nom et prénom, s'il vous plaît. D'accord? Merci. Je continue pour ne pas perdre les minutes. Il faudra prendre note, il faudra noter que quand il s'agit de plusieurs pics qui apparaissent au niveau de la représentation finale, ceci indique que la protéine est glycosylée. Quand elle n'est pas glycosylée, elle apparaît comme la première sous-unité ou comme la protéine analysée la semaine passée, un seul pic sur lequel il y a une masse moléculaire portée qui indique que la masse moléculaire est calculée avec précision. D'accord? Voilà la deuxième information. Deuxième information que l'électrospray, il permet de discerner en égal en termes de masse moléculaire ou non. Il peut le faire parce qu'il calcule avec précision la masse moléculaire et aussi, il permet de détecter finalement les modifications post-traductionnelles telles que les glycosylations ici. Ici, il s'agit des glycosylations, c'est comme ça. D'accord? Alors, si je vous rappelle, je vous pose la question, quand une protéine vient analysée par électrospray, on avait dit que la représentation était soit sous forme de pointillés quand je prends le spectre, ou sous forme de spectre ayant des charges positives avec des signes décroissants, ou bien avec une charge, un signe positif avec des chiffres décroissants. Ça, c'est la représentation qui montre que la protéine est bien protonée. Est-ce qu'au niveau du spectre, je peux savoir
si ma protéine est glycosylée ou non, étant donné que si j'enlève c'est plus 25, plus 24, etc., là, je ne pourrais pas savoir. Je dis que la liste est bonne. Mais quand il me met plus 25 et plus 24, ça veut dire que la protéine est purifiée et bien protonée, mais elle n'est pas glycosylée. Quand elle est glycosée, il ne fait pas plus, il fait comme ça. D'accord? Il fait ça. Il met exhaust, 2 exhausts, 3 exhausts. C'est la représentation en bas. Alors, la représentation en haut, c'est la même chose. C'est toujours APA. D'accord? Le tuberculose, c'est celle-ci. La représentation qui est en haut. Et là, vous voyez le pointillé, encore, il est intéressant parce qu'il donne un pointillé en rouge plus intéressant, ayant la forme, justement, gaussienne ou l'allure gaussienne. Et ça indique que la protéine a été bien analysée. Mais à ce niveau-là, je ne pourrais pas savoir si la protéine est glycosée. Parce qu'il ne va pas me mettre plus. Il me met plus 1, plus 2, plus 2, plus 14, plus 13, plus 12, etc. Ça veut dire que la protéine est protonée. Éteignez vos micros, s'il vous plaît. Par contre, si je dois savoir, est-ce que au niveau de la présentation spectre, et non pas la présentation finale, pas celle-ci, pas le deuxième graphe. Le deuxième graphe, je sais quand il y a plusieurs pics, ça veut dire qu'elle est glycosylée. Maintenant, quand il met au niveau de spectre, est-ce que je peux prédire si ma protéine est glycosylée ou non? Je lui demande cette représentation, il ne me met pas plus, il me met 1 exhaust, 2 exhausts, 3 exhausts, et le fait qu'il y a, c'est un symbole là, et ce symbole indique que la protéine est glycosylée. D'accord? Et là, j'ai fait une coupure d'échelle. Là. Quand vous voyez la barre rouge ici, ça veut dire que je n'ai pris que la partie glycosylée, que la solubilité glycosylée. D'accord? Oui. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez-vous utiliser le curseur, s'il vous Je plaît? suis en train de l'utiliser, mais je ne sais pas pourquoi il ne s'affiche pas chez vous. Chez moi, il s'affiche. Je le vois. Je vois rien. Vous voyez rien? Oui, monsieur. Non, vous avez le partage, vous ne voyez pas le curseur. Oui. Oui, Mais mais maintenant, même le diapo il n'y a pas de est diapo. parti. Oui, Maintenant, il n'y a pas de c'est diapo. noir. Donc, je repartage. Voilà, d'accord, je repartage. Par contre, s'il n'y a pas de curseur, ce n'est pas grave. Vous avez une seule planche, et on suit sur la planche. On n'est pas sur plusieurs planches. D'accord? Monsieur, Oui, s'il vous oui. plaît, donc dans la courbe gaussienne, on ne peut pas déterminer si la protéine elle est constituée de 2 sous-unités ou plus. Non, on ne peut pas le savoir. Impossible. D'accord? Il faut aller à la D'accord. représentation finale. D'accord? Comme on ne peut pas aussi savoir au niveau de la courbe gaussienne, est-ce qu'elle est glycosylée ou non? Parce que quand elle n'est pas glycosylée, il met plus, par exemple 14, plus 13, plus 2. Vous comprenez ce que je dis? Maintenant, si elle est glycosylée, il va me mettre 1 exhaust, 2 exhausts, 3 exhausts. Exemple, juste pour vous dire que la représentation est différente. Mais ça ne veut pas dire 1 exhaust, c'est une glycosylation. Ça peut être pentose ou autre. D'accord? Ça va? Oui, merci. Très bien. Je continue. Maintenant, je suis sur la planche suivante, numéro 17. Je rappelle que le cours, cette présentation contient 22 diapositives. Et 10 minutes avant le cours, j'ai envoyé au délégué sous forme de PDF et je pense qu'il va vous le transmettre. Comme ça, vous pouvez regarder à l'aise après. Mais comme il ne s'agit que des schémas, il faudra bien noter chaque diapositive pour pouvoir correspondre ce que vous avez noté aux différentes diapositives et que ces diapositives auraient un sens si vous devrez les expliquer. Alors maintenant, je fais une autre représentation. Maintenant, avant d'aller à cela, je reste sur la diapositive celle-ci juste pour vous dire que la deuxième information à donner, c'est que le spectromètre de masse, il permet aussi d'analyser la présence ou l'absence de plusieurs sous-unités. Et deuxième information, en plus de mutation de la masse moléculaire de la semaine passée, aussi, il permet de savoir si la protéine est glycosylée ou non. Ça veut dire qu'il permet de déterminer la présence des modifications post-traditionnelles, si elles existent, bien sûr. Maintenant, je passe à la prochaine diapositive. Alors, regardez celle-ci, cette planche. Alors, ici, c'est la même chose que ça, c'est le même graphe, donc c'est toujours APA, d'accord? C'est toujours APA. Donc, nous avons le premier pôle qui correspond à la première protéine, donc 27 000, à la première sous-unité, 27 778. Le deuxième pôle de pic qui correspond à la deuxième sous-unité qui est glucosylée, parce qu'elle a une masse moléculaire importante,
elle est un peu supplémentaire avec la masse moléculaire de glucosylation qu'elle porte, et du coup, elle est égale à 29 918. Là, si vous remarquez, c'est la même chose, c'est toujours Mycobacterium tuberculosis, pardon, c'est toujours APA de Mycobacterium tuberculosis si l'on prend le premier spectre. Le deuxième spectre, c'est la même chose, sauf que cette enzyme, elle est… Monsieur, Oui, oui. Je vous entends, oui. Vous êtes en quel diapo, s'il vous plaît? D'accord. Je suis à la diapo 17. Ok, merci. Très bien. Alors, sur cette diapositive 17, le premier spectre correspond à APA isolé à partir de Mycobacterium tuberculosis. C'est celui qu'on a analysé à l'instant. Donc, vous avez le premier pool, donc 27 616, et le deuxième pool, 28 779. Bon, la différence de 29 000, ce n'est pas grave, elle est prise en compte parce que nous avons dit que lui, il prend en considération toutes les différences. Et là, c'est comme si on a un écart type. D'accord? Maintenant, c'est la même protéine qui est isolée avec du même genre, mais pas la même espèce. Maintenant, c'est Mycobacterium bovis. Alors, si on analyse le spectre obtenu, on retrouve aussi deux poules de pics. Le premier, il donne une masse moléculaire de 27 582, le deuxième de 28 746. Je prends maintenant le troisième spectre, c'est BCG, c'est le vaccin. Le vaccin, ça veut dire qu'il contient votre protéine qui est atténuée. Si j'analyse ce vaccin, je trouve que par spectromètre de masse de type électrospray, lui aussi, il donne deux poules. Le premier pool de 27 583, le deuxième pôle de 28 748. Si je compare entre les différentes masses moléculaires pour les premières unités, elles sont presque identiques, 27 616, 27 582 et 27 783. Si je compare par rapport à la deuxième sous-unité, donc je vois les masses moléculaires, elles descendent de 28 779, 28 746 et 28 748. Alors si vous comparez, vous trouvez que le nombre de pics est le même, la masse moléculaire est la même pour les deux sous-unités. Et là, qu'est-ce qui a changé? Et si je vous demande de me dire qu'est-ce qui a changé au niveau de ces trois pics, trois spectres, pardon, qu'est-ce qui a changé? La masse moléculaire. Non, on a dit que la masse moléculaire est la même, 27 616, 26 758. La plus différence, c'est l'écart type. Voilà. Il n'y a pas de différence en termes de masse moléculaire. C'est quoi le changement pour vous, à votre avis? Quelle est la seule chose qui diffère? Ah, la bactérie. Très bien, c'est la bactérie. Alors, quand on dit la bactérie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'abord, puisqu'on a changé l'espèce, c'est juste l'espèce qui a été modifiée. D'accord? Pardon, une minute. Alors, si on voit l'espèce, c'est la seule chose qui a changé, c'est l'espèce. On a pris Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis et le vaccin BCG qui contient la protéine atténuée. Et à chaque fois, quand on analyse cette protéine, on retrouve le même spectre. Si je ne vous ai pas donné, ces espèces, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis et BCG, vous m'aurez dit, monsieur, c'est le même graphe 3 fois répété. Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? oui. Très bien. Et là, pour dire que l'électrospray est très… D'abord, APA est ubiquitaire, elle se retrouve un peu partout dans ces espèces. Elle est très fréquente, elle est très abondante dans beaucoup d'espèces. Et deuxième chose, quelle que soit la provenance de APA, l'électrospray, il analyse la protéine, et quand il analyse la protéine, lui, il calcule sa masse moléculaire, sa contenance en présence de plusieurs ou sous-unités ou l'absence de sous-unités, et puis si elle est glycosylée ou non. Il a calculé ça, il a donné ces informations, et il s'en fout d'où elle vient la protéine. Et le fait que c'est comme ça veut dire qu'il est très précis. Vous m'avez compris, oui ou non? Vous avez compris? Vous m'entendez? Monsieur, donc cette protéine, on peut l'extraire de 3 différentes bactéries, c'est ça? On peut l'extraire de plusieurs espèces, plusieurs bactéries, plusieurs souches. D'accord? Elle est ubiquitaire. Là, j'ai donné l'exemple d'une seule bactérie, bon, de 3 bactéries, donc d'un vaccin et deux autres bactéries, pour dire que
Si APA est présente un peu partout, l'appareil, il analyse APA, il retrouve toujours la même masse moléculaire. Elle ne va pas changer. D'accord? C'est la même protéine. Il s'en fout d'où elle vient. Et puis, si vous voyez le BCG, si je prends le BCG, si je veux faire un contrôle de qualité de ce BCG, je n'ai qu'à chercher la protéine APA dans ce BCG. Pour cela, j'analyse APA par électrospray. S'il me donne ces masses moléculaires et cette représentation, ça veut dire que mon vaccin est bon et qu'il peut être utilisé. S'il me change maintenant les masses moléculaires, attention, votre protéine est transformée, a été modifiée et du coup, votre BCG est de mauvaise qualité. Il ne faut pas l'utiliser parce que la protéine qui stimule les systèmes immunitaires est défaillante et elle ne peut pas le faire, elle est modifiée. D'accord? Autrement dit, l'aspect biotechnologique de ceci, socio-économique, c'est qu'on peut contrôler la qualité d'un vaccin fabriqué par électrospray en analysant la protéine, la principale protéine qui compose ce vaccin. D'accord? Et vous voyez, l'enjeu socio-économique est très important. D'accord? Est-ce que ça va? Ça va? Oui, monsieur. Très bien. Super. Je vais maintenant à la prochaine diapositive. Bon, ça, c'est la protéine APA avec la séquence peptidique et le code génétique. Et ça, c'est un détail. On n'a pas à le regarder. Mais par contre, je vais à une autre situation. Bon, je suis à la diapositive numéro 19. D'accord? Alors, la diapositive numéro 19, qu'est-ce qu'elle raconte? Ici, il y a une petite erreur. Les trois schémas, le deuxième et le troisième spectre sont justes. Le premier spectre, ce n'est pas APA parce qu'il manque la première sous-unité. D'accord? Ça veut dire qu'on doit prendre en considération celui-là. Celui-là, comme quand j'ai fait la construction, je me suis trompé. Alors ici, le spectre de référence, le spectre témoin, c'est celui-là qu'on va prendre en considération. Donc celui de APA isolé à partir de Mycobacterium tuberculosis normal, celui qui est utilisé, qui est celui qui la souche sauvage, en fait, la souche principale de cette APA. Donc ça, je le prends et je le place ici, en haut. Ce n'est pas celui-là que je mets, parce que moi, Je n'ai pas compris. Ici. Vous voyez trois spectres. Je vois pas, il n'y a pas de curseur. Indépendamment du curseur, comptez, vous avez combien de spectres? 1, 2, 3, oui ou non? Oui, monsieur. Et on n'a pas besoin de curseur pour compter. Nous avons 1, Oui. 2, 3. C'est écrit APA, et puis A, manozidase, et TFMS. C'est écrit comme ça. On n'a qu'à voir. On n'a pas besoin de curseur ici. Juste pour vous dire que ici, APA, le premier spectre, là aussi écrit APA. Celui-là, il n'est pas juste parce qu'on lui a tronqué la première sous-unité, si vous avez remarqué. On lui a enlevé la première sous-unité. Il n'y a que la deuxième. D'accord? Alors, il faudra prendre le premier, là où c'est écrit Mycobacterium tuberculosis comme référence. Parce que la première sous-unité, c'est 27 600 et non pas 28 000. 28 000, c'est la deuxième sous-unité. D'accord? Vous m'avez compris, oui ou non? Oui, monsieur. Vous m'avez compris? Oui, c'est clair. Super. Alors, ici, dans le titre, c'est écrit APA, Mycobacterium tuberculosis, hydrolysis. Ça veut dire l'hydrolyse de cette APA. Quand on a hydrolysé l'APA par une manozidase est une enzyme qui déglycolyse, qui enlève la glycosylation. Bon, on a dû toucher la sous-unité glycosylée. D'accord? On l'a enlevé. On retrouve une seule sous-unité. D'accord? OK? Et là, pour dire que quand on a déglycosylé, on a diminué la masse moléculaire de la sous-unité glycosylée, elle disparaît. Je prends le troisième spectre, le TFMS. Bon, je m'en fiche de l'abréviation. Le plus important que je dois retenir, c'est qu'il s'agit d'une déglycosylation chimique. Donc, c'est un détergent chimique qui a été utilisé afin d'enlever la partie glycosylée. Et celui-là, il me déstabilise la structure, la sous-unité qui est glycosylée. Et vous voyez comment elle est devenue comme ça. Pour dire que c'est juste pour confirmer, encore une fois, que quand on a déglycosylé, on a diminué la masse moléculaire de la sous-unité glycosylée. Et si on compare entre
spectre initial qui contient les deux sous-unités et celui Monsieur, on vous entend obtenu. pas. Il y a des coupures? Non, je vous entends bien, monsieur. Non. C'est bien? Très bien. Alors, si on compare entre le spectre obtenu par monoxydase et le spectre obtenu par la déglycosylation chimique, ces deux spectres indiquent bien que la sous-unité 2 est glycosylée. Autrement dit, on a dit que ce spectre-là, ces spectres, pardon, ceux-là correspondent à une protéine composée de deux sous-unités, que ce soit pour Mycobacterium tuberculosis ou bovis ou BCG, et que la première sous-unité qui a une masse moléculaire de 27 600 et quelques, celle-ci, elle est non glycosylée, et l'autre qui a 28 700, 28 700, 28 46 et 48 et 79, celle-ci, elle est glycosylée. Pour confirmer cette glycosylation, on a déglycosylé. On a enlevé on a essayé de toucher enzymatiquement et chimiquement cette partie glycosylée avec la monoxydase et TMFMS et vous retrouvez une seule sous-unité pour dire que nous avons touché à cette glycosylation et ça se confirme qu'il s'agit d'une glycosylation et pas autre chose. Parce qu'une modification post-traditionnelle, elle pourrait être pas uniquement glycosylation, ça peut être acétylation, formylation, amidation, carbamisation, méthylation. D'accord? Monsieur, Oui. mais pourquoi on a trouvé la sous-unité qui était glucosylée et non pas l'autre sous-unité? Normalement, la représentation, elle est fausse. Je vous ai déjà dit, elle est fausse. Vous avez bien fait de remarquer ça, mais la masse moléculaire devrait diminuer. Là, en fait, la représentation qui m'a été donnée, elle est fausse. Normalement, on devrait regarder uniquement la sous-unité non glycosylée, d'accord? Ou bien la glycosylée, mais avec une masse moléculaire diminuée. Mais ici, c'est vrai que vous avez bien fait en remarquant ce détail que la masse moléculaire, moi, je la retrouve ici, elle est là. Mais simplement, l'allure de la masse qui n'est pas, l'allure du pic qui n'est pas normale. Mais quel que soit, on ne devrait pas garder la masse moléculaire de la partie glycosylée. C'est une seule sous-unité qui apparaît et avec une masse moléculaire diminuée pour montrer que la glycosylation a été touchée, elle a disparu. Vous avez très bien fait en remarquant ce détail. Mais, indépendamment de ce détail, nous avons confirmé que la glycosylation était la partie de masse moléculaire supplémentaire pour la sous-unité ayant la masse moléculaire élevée et que la modification post-traditionnelle qui a été détectée est une glycosylation. Ça pourrait être autre chose par glycosylation. Et là, si je déglycolyse, j'aurai la même masse. Et si j'ai la même masse, ça veut dire qu'il faut déphosphoryler, par exemple, etc. Et si on déphosphorile, on enlève la partie phosphorylée, ça veut dire que finalement, c'est une modification post-traditionnelle de type phosphorylation. Vous m'avez compris? Vous m'avez compris, oui ou non? Oui, monsieur. Super. Donc, la conclusion de cet exemple, c'est que la protéine, l'électrospray peut détecter la masse moléculaire des protéines avec exactitude. Et il peut déterminer si elle est composée d'une seule ou de plusieurs chaînes polypéptidiques. Et comment il peut détecter cela? C'est en calculant la masse moléculaire entre les deux chaînes. Quand il donne des masses moléculaires différentes, ça veut dire que les deux chaînes ne sont pas identiques. Et si je prends la chaîne la plus élevée en termes de masse moléculaire, ayant la masse moléculaire la plus élevée, ceci dit que l'électrospray, il peut déterminer les modifications post-traditionnelles de type glycosylation. Quand je déglycolyse, je peux confirmer qu'il s'agit soit de glycosylation. Si je déphosphoryse, c'est phosphorylation. Si je désacyle, c'est acétylation, et ainsi de suite. Selon la modification portée par la sous-unité, je peux faire une activité enzymatique qui enlève cette glycosylation pour confirmer quel type de glycosylation est porté par la protéine et pour dire que l'électrospray, il permet aussi de déterminer la glycosylation, les modifications post-traditionnelles des protéines. Et aussi, lui, il calcule la protéine, la masse moléculaire de la protéine avec exactitude, quelle que soit sa provenance. C'est une protéine ubiquitaire. Lui, il s'en fout d'où elle vient, mais il n'a qu'à calculer sa masse moléculaire avec précision. Et aussi, dans le cas de BCG, il permet d'analyser aussi, de détecter, de confirmer la pureté, de contrôler la pureté des vaccins qui sont à base de protéines en calculant leur masse moléculaire exacte. Voilà la conclusion de cet exemple à part. Oui.
Monsieur, Oui, 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 je vous entends. donc nous, on peut pas connaître à partir du spectre, on peut pas connaître de quelle modification s'agit-elle. On ne peut Si pas, c'est de mais la regarde, glycosine. on ne peut pas regarder. Mais moi, j'avais déjà anticipé. J'ai dit quand je lui demandais de me dire quelle modification, il m'a mis ça. Regardez, il m'a mis exose, un exose, deux exoses, trois exoses, pour dire qu'il s'agit d'une glycosylation. Vous comprenez? Vous m'avez compris? Où ça exauce? Je ne vois pas l'exauce. Vous voyez pas c'est quelle planche? Nous sommes à la planche numéro 16. Vous voyez un fond blanc et vous avez deux graphes, le fond blanc, oui ou non? Vous voyez? Oui. En bas, qu'est-ce qui est écrit? Un exos, un x, deux x, trois x. Vous voyez? Ah oui, oui. Alors ça, Merci. c'est pour dire qu'il s'agit d'une glucosylation. Vous comprenez? Oui, merci, monsieur. Et que ça ne veut pas dire exose automatiquement. Hein. C'est pas uniquement, ça peut être pentose ou autre, mais c'est juste pour dire qu'il y a une glycosylation. D'accord? Quand il s'agit d'une protonation, c'est plus 13, plus 12, plus 11, etc. Quand il s'agit d'une glycosylation, il met 1 concentration exose, 2 concentration, etc. D'accord? Alors, dernière information de ce cours pour vous libérer. Donc, nous sommes à la diapositive numéro 20. Il nous reste les 3 dernières. Et je vous libère. Alors, regardez bien ce spectre. Et vous me dites, est-ce qu'il est bon ou il n'est pas bon? Les deux spectres, est-ce qu'ils sont bons ou pas bons? Je vous écoute. Je pense bon. Est-ce qu'ils sont bons pour vous, ces deux spectres? Seulement le premier. Non, normalement, Le non. premier, non. Le premier, non. Parce que, Le premier, non. On est tous d'accord oui, que c'est non. D'accord? oui. Parce Super. que Il n'est pas la masse gaussien. est croissante. Et oui, là, elle est descendante et nous avons beaucoup plus d'intensité au niveau Voilà. de la matrice que la protéine. Tout le monde est d'accord? Très bien. Maintenant, si on regarde le deuxième, comment il est? Celui qui est en bas. Comment il est le deuxième? Il est juste. Il est juste et il est correct. Plus ou moins correct. D'accord? Oui, Plus ou moins correct. Donc, on admet que le premier, bon, il est mauvais, il n'est pas d'une allure gaussienne, comme on l'a dit. Par contre, le deuxième, il est plus ou moins accepté. On tolère. Alors, ici, dans le titre, qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit APA, toujours APA, isolé à partir de Mycobacterium tuberculosis, et j'ai mis importance de dessalage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons maintenant une matrice qui a été utilisée, mais elle est très salée. Il y a beaucoup de sel, elle est très concentrée. Si elle est très concentrée, comme on l'a dit la semaine passée, il va y avoir beaucoup plus de détection de la masse de la matrice que de la protéine. Et vous voyez que l'intensité au niveau de la matrice, elle est élevée. Le côté, pour ceux qui ne voient pas le curseur, je dirais, il faut voir le côté gauche de votre premier spectre et vous voyez qu'il démarre à partir de 80%. Il reste presque aux alentours de 80-60%. Ça veut dire qu'il ne démarre pas par zéro. Et le fait qu'il démarre comme ça veut dire qu'il y a une bonne détection de la masse, de la matrice utilisée. Et la détection, c'est quoi? C'est les sels. Elle est très concentrée. Donc, il y a beaucoup de sels. Et si vous voyez aussi le côté de la protéine, donc le côté droit, c'est vrai que ça descend, mais on a des spectres très chevauchés. Ils ne sont pas individualisés comme ici, comme au début. Regardez. Ils ne sont pas individualisés. Vous voyez ces trois spectres, nous avons des fragments peptidiques bien isolés. Oui ou non? Ils ne sont pas chevauchés. oui. Par contre, si vous voyez le spectre ici qui est mauvais, celui-là, il arrive. Celui-là, on a non seulement beaucoup de détection de la matrice, parce qu'elle est très concentrée, donc il y a beaucoup de sel, il y a aussi un masquage de détection de ces peptides, ces fragments peptidiques. Et du coup, ils ne sont pas individualisés, ils sont très chevauchés les uns aux autres. La détection, elle est mauvaise. Et après, quand on a fait
un dessalage, on a commencé à enlever les sels, à évaporer la matrice, on commence à avoir des spectres plus ou moins acceptés. La preuve que le côté de la matrice, ça va, il démarre par le 0, le 10, et il remonte. Il remonte jusqu'à un pic et après il commence à descendre. Même s'il ne descend pas très bien, on voit une détection de la protéine. D'accord? Et les spectres commencent à être individualisés, même ils ne le sont pas comme il se doit, mais nous avons commencé à dessaler. Mais le fait qu'il y a toujours de celles qui sont présentes, là, ça signifie que les fragments peptidiques ont été masqués, ont été encombrés, et le fait que ces fragments peptidiques sont entourés, sont masqués par ces selles, ils ont été empêchés à être détectés par le détecteur et le spectre est de mauvaise qualité. Ça va? Autrement dit, il faut éviter l'utilisation d'une matrice ou de milieu avec forte concentration. Vous m'avez compris? Oui, monsieur. Je pense que ça va, cette information. Et si vous avez remarqué, à chaque fois qu'on avance dans les diapositives, on a des informations qui arrivent. OK? Voilà en ce qui concerne l'importance de dessalage, donc l'importance d'utiliser une matrice avec une concentration adéquate. Et si elle n'est pas adéquate, il y a beaucoup de sel et ça masse la protéine, la détection, elle n'est pas bonne. Et je finis avec la dernière information, avec ce spectre. Alors, si je vous demande d'observer les deux spectres, je vous demande justement de le faire et vous me dites, est-ce que les deux spectres sont justes ou ils ne le sont pas? C'est toujours à part. Maintenant, il est exprimé chez Escherichia coli. D'accord? Alors, comment vous trouvez ces deux spectres? Ah, voilà, maintenant. Vous voyez? Est-ce que vous arrivez à voir les spectres? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, comment ils sont les spectres? Le premier et le deuxième. Bon, le premier, c'est un spectre, le deuxième, c'est un graphe, pour être plus juste. Alors, comment ils sont? Ils sont bons, ils sont Ils sont mauvais? justes. Oui, Le ils sont premier, bons. les gaussiens. Ils sont justes, bien évidemment. Parce que si vous me Oui. dites qu'ils ne sont pas justes, ça veut dire que vous n'avez rien compris depuis la semaine passée. D'accord? Heureusement qu'ils sont justes. Alors, le premier est gaussien, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, c'est même joli. Et après, quand j'ai commencé, quand je lui ai demandé à l'appareil, au spectromètre de masse de type électrospray, de me dresser, de me dessiner, de m'envoyer, de me fournir la représentation finale qui m'intéresse sous forme de graphe, il m'a donné ça. Il m'a donné 2 pics, si vous avez remarqué. Le fait qu'il y a 2 pics, je dois expliquer, je dois intervenir. Nous avons dit qu'on devrait soit avoir un seul pic et qui montre qu'il y a une seule protéine avec une seule sous-unité, ou bien 2 poules de pics avec un pic minoritaire, il y a une masse moléculaire basse, et un pic avec beaucoup d'autres pics, donc il y a plusieurs pics majoritaires, et avec une masse moléculaire élevée pour montrer que nous avons une phosphorylation, une glycosylation, une modification post-radicationnelle. D'accord? Mais ici, si vous remarquez qu'il y a 2 pics, il n'y a pas les pics minoritaires, ils sont très négligés, et presque les mêmes masses moléculaires, 29 993 et 30 178. Alors, regardez le titre en haut de votre planche et essayez d'expliquer. Et on finit avec ça. On ne voit pas le titre, monsieur. Vous ne voyez pas le titre, je vous le dis. Le titre, c'est... pardon. Le titre, c'est écrit « Protéines recombinantes APA exprimées chez Escherichia coli ». Il est en jaune, c'est vrai qu'une mauvaise couleur. Alors, protéines recombinantes, c'est toujours APA, c'est toujours la même protéine qui est riche en proline et alanine, qui est exprimée maintenant chez Escherichia coli. Et si je parle d'une expression chez Escherichia coli, ça veut dire que je l'ai recombinée. J'ai fait une protéine recombinante. Quand j'ai fait une protéine recombinante et que j'ai analysé cette protéine recombinante par électrospray, voilà ce qu'il m'a donné comme graphe. Alors, le graphe en bas, est-ce que pour vous, il est nouveau ou il est ordinaire, vous le connaissez maintenant? Comment vous voyez le... Vu qu'il y a 2 pics majoritaires, donc il est nouveau.
Voilà, c'est juste, mademoiselle Hosseini, c'est juste. Donc d'abord, nous avons que deux pics, ils ont presque la même masse moléculaire. Alors, nous avons dit que APA était composé de deux sous-unités, dont une plus grande que l'autre. On devrait s'attendre à cela. Mais là, c'est différent. Les deux pics sont identiques. À votre avis, pourquoi? Et ça, vous pouvez le savoir. Vous le savez. Vous le savez parce que vous avez fait la matière de BM. Elle est devenue une protéine recombinante. Et le fait qu'elle est recombinante, alors, est-ce qu'une protéine recombinante ne correspond pas à une protéine naturelle? Elle n'est pas similaire à elle. Oui, c'est pas la même chose. C'est quoi la différence? C'est la même chose. Non. Oui, et alors? La même chose ou pas la même chose? La même chose, la même protéine, monsieur. On n'a rien à Oui, c'est la même Mademoiselle protéine, Buchimi mais en et marqué. Mino. Mademoiselle Buchimi et Mino, vous dites la même chose ou pas la même chose? La même chose, monsieur. Quel est votre nom? Madani, monsieur. J'ai dit tout à l'heure, et même la semaine passée, changez votre... Vous n'êtes pas biochimie immuno. Oui, pardon. On est tous biochimie immuno. Vous êtes Madani. D'accord? Oui, merci. C'est l'activité. Peut-être on a fait apparaître d'autres fonctions de cette protéine qui étaient cachées. Oui, on l'avait déjà dit ça, très bien. Regardez, protéine recombinante ici, si vous avez remarqué, la masse moléculaire a augmenté pour les deux pics. Tout à l'heure, c'était 27 000 et 28 000, oui ou non? Là, c'est 29 900 et 30 000, presque la même chose. Ça veut dire que d'abord, quand on fait une recombinaison, on rajoute les linkers, les liens, les bras, les amorces, qui pourraient être traduits aussi. Donc, la masse moléculaire peut être supplémentée. Deuxième chose, est-ce que la glycosylation, les modifications post-traductionnelles pourraient être générées, faites au niveau de Escherichia coli? Non, c'est prokaryote, c'est pas eucaryote. Donc, il n'y a pas de ribosome, d'accord? Et du coup, s'il n'y a pas de glycosylation, et le fait qu'il n'y a pas de glycosylation, on obtient la masse moléculaire entre les deux chaînes. Oui ou non? Oui, c'est vrai. Voilà, c'est ça la réponse. Donc, nous avons utilisé un système bactérien qui est exempt, qui est dépourvu de la machinerie enzymatique qui permet la traduction, la modification post-traditionnelle, et du coup, toutes ces glycosylations ne pouvaient pas apparaître, et nous avons obtenu la même masse moléculaire entre les deux chaînes. Et si vous avez remarqué aussi que la chaîne, pour les deux chaînes, nous avons une masse moléculaire un peu supplémentée, un peu rajoutée, c'est parce que nous avons une protéine recombinante. Il y a des ajouts peptidiques qui ont été rajoutés, c'est normal, parce que nous avons dans un vecteur d'autres segments qui pourraient être exprimés. Pour dire que l'appareil, les spectromètres de masse, les tout types électrospray, il permet aussi de détecter d'abord la réussite de la protéine recombinante, on l'a obtenue d'une manière juste, et deuxième chose, qu'il peut faire la distinction entre une protéine recombinante et non. S'il y a une masse moléculaire supplémentaire, ça veut dire qu'il s'agit d'une protéine recombinante, et bien sûr à condition que je compare par rapport à une protéine normale. Mais aussi, si je prends une protéine recombinante qui devrait être similaire à une protéine naturelle, qui, elle, est composée de deux chaînes polypeptidiques, dont une porte une glycosylation, dont par électrospray, la protéine recombinante ne peut pas posséder cette glycosylation parce que nous avons utilisé un système bactérien qui est dépourvu de la machinerie enzymatique ribosomique, pour être plus juste, qui confirme, qui fait justement, qui a cette fonction de faire la glycosylation et une modification post-traditionnelle. Autrement dit, nous finissons avec la dernière conclusion globale que les analyses des protéines purifiées par spectrométrie de masse de type électrospray permettent d'analyser la mesure, de détecter, de donner, de déterminer, de mesurer avec exactitude les masses moléculaires des protéines, de détecter les mutations, comme on l'avait dit, et aussi de la mise en évidence des modifications post-traditionnelles, que ce soit pour une protéine recombinante ou non recombinante. Et ainsi s'achève et se termine sur ce mouvement court. Mais avant de lever la séance, je vous demande si vous avez des questions. Je suis à votre écoute. Je vous remercie. Monsieur? Oui, je vous entends. S'il vous plaît, donc si les modifications post-traductionnelles ne se font pas lors d'une protéine recombinante, normalement la masse moléculaire, elle va baisser.
Oui, mais j'ai anticipé en disant que dans les masses, pour les protéines, normalement, elle va baisser pour la sous-unité qui avait la masse moléculaire élevée. C'est là où il y a la glycosylation. Mais ici, on a la même masse moléculaire pour les deux qui est un peu majorée. C'est parce que j'avais dit que dans la construction des protéines recombinantes, on a toujours des amorces qu'on rajoute, des brins linkers, on les appelle, les linkers. Et ces linkers qu'on rajoute pourraient aussi être exprimés, traduits sous forme de fragments peptidiques ou de peptides, et du coup, les masses moléculaires sont supplémentées, que ce soit pour la unité qui avait la glycosylation et aussi celle qui n'avait pas la glycosylation. Voilà. Je vous remercie. D'accord, merci. Je vous remercie. S'il y a d'autres questions, je suis à votre écoute. Et s'il n'y a pas de questions, je lève la séance. Et Monsieur, j'avais prévu un cours. Oui, monsieur, oui. Allez-y, monsieur, monsieur. s'il vous Oui. plaît, monsieur, s'il vous plaît, une petite question technique. C'est dehors de cette séance. Monsieur, s'il vous plaît, quand est-ce que je vous envoyais le PPT de module de BMPM? Ce soir ou bien de quelle heure, monsieur? Parce que Vous l'envoyez après l'exposé. après l'exposé, c'est pas ce soir, monsieur. Et demain, je vais suivre avec vous. Vous allez partager la présentation. Ah, Je ok, suis comme c'est tout le bon. monde. Ok, Je préfère découvrir comme tout le monde pour voir est-ce que la simulation est bonne. Si je le reçois avant et que je le lise, soit je vais être très embêtant en posant des Oui. questions parce que j'ai eu au préalable la présentation, soit Oui. je ne pourrai pas savoir est-ce que le message est très explicite parce que j'ai déjà lu et révisé. Je préfère être comme tout le monde. Vous comprenez? Voilà. Ok. Ok, je vous comprends, monsieur. Merci. Bon courage, merci. Je vous remercie, monsieur, et je remercie toute l'assistante pour la présence d'abord. Et si vous n'avez pas de questions, merci. On était là depuis ce matin. Merci pour ceux qui sont venus, les 32 personnes qui sont là. Et j'espère que je n'étais pas très embêtant et que les deux cours étaient assimilés. C'est mon souhait. Mais ceci est dit encore une fois avant de vous dire au revoir, que toutes les questions qui pourraient être posées, vous pouvez les poser pendant la semaine, pas la semaine prochaine, la semaine d'après, en présentiel. On peut régler toutes les ambiguïtés qui restent et qui pourraient surgir. Bien sûr, un cours en distanciel ne peut jamais être équivalent à un cours en présentiel. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle fin de journée. À très bientôt. Au revoir. Merci, monsieur. Bonne journée. Merci.